Bonne samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo, ce n'est pas par manque de volonté, c'est plutôt par manque de temps. Comme vous le savez, je suis doctorante en camitologie et ces derniers mois, en fait, il y a quelques mois, j'ai commencé avec la rédaction de ma thèse et cela me prend énormément de temps. Donc vraiment, j'ai du mal à concilier tout ce que je fais en fait par manque de temps. Mais quand même, je profite d'une courte pause que je me suis faite pour pouvoir vous faire une vidéo sur ce sujet. Chose promise, chose due aussi. Donc, je vous propose ce sujet aujourd'hui. Le Bwiti, origine, histoire et architecture rituelle. Le Bwiti, origine, histoire et architecture rituelle. Et si la guérison ne se trouvait pas seulement dans les hôpitaux, mais dans la mémoire? Et si la connaissance de soi passait par une traversée entre la vie et la mort symbolique? Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans l'univers du Bwiti, cette tradition spirituelle gabonaise qui unit physique et métaphysique, réel et irréel, visible et invisible, les vivants et les ancêtres, le corps et l'âme. Le Bwiti est une voie initiatique, une école de discipline, une médecine de la mémoire et de la régénération. Depuis des générations, il guide l'homme, le monde, vers la connaissance de lui-même à travers l'épreuve, la vision et la renaissance. Un fait remarquable, la recherche scientifique contemporaine s'intéresse désormais depuis quelques décennies à l'iboga, qui est la plante sacrée du Bwiti, et en étudie les effets dans les traitements des addictions, de la dépression et du stress post-traumatique. Là où la tradition parle de purification et de renaissance, la science occidentale, elle, évoque neuroplasticité et restructuration psychique. Les langages peuvent différer, mais le résultat converge. Nous allons explorer ensemble dans cette présentation cette tradition millénaire qui relie l'individu à sa communauté, l'homme à ses ancêtres et la Terre au cosmos. Une tradition qui ne se contente pas de croire, mais d'expérimenter pour une transformation interne et profonde. Nous allons répondre à cette question dans cette même présentation, celle de savoir ce qu'est le Bwiti. Nous allons donc balayer son histoire, sa genèse, sa structure, ses instruments, ses attributs, son expansion, et ainsi de suite. Mais avant tout ça, générique. Avant de commencer à proprement dire de la présentation, laissez-moi vous présenter, chers abonnés, mes 3 ouvrages. Donc, j'en ai 2 physiquement, mais le 3e est en cours, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, le premier, c'est Le voyage de Zion à travers Kwanzaa. Donc, c'est un ouvrage qui raconte l'aventure d'un petit garçon, donc le héros principal qui s'appelle Zion, qui va à la découverte des différents principes de Kwanzaa. Donc, au fil de son voyage, au fil de ses aventures, il découvre chaque principe. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nos enfants. Donc, c'est vraiment un livre qui est très coloré, en fait. Donc, vous pouvez voir comment est-ce qu'il est constitué. À la lecture de cet ouvrage, en fait, l'enfant apprend ce qu'est Kwanzaa, la fête de Kwanzaa, en fait, qui est fêtée en fin d'année. Il y a aussi un deuxième ouvrage, donc celui-là, qui est un cahier de coloriage, en fait, des Medunetiens, donc que j'ai mis en place. Donc, il s'agit de l'alphabet Medunetien, en fait. Donc, quels sont les signes qui composent l'alphabet Medunetien? Ce sont les signes, en fait, qu'on voit un petit peu souvent. Et donc, le livre se présente de cette façon-là, en fait. Donc, du coup, il y a des signes hiéroglyphiques à colorier. Donc, au fil du coloriage, l'enfant apprend, en fait, quels sont les signes hiéroglyphiques et quels sont les sons. Donc, par exemple, pour le premier signe, donc qui est le vautour, donc l'enfant apprend en fait quelle lettre c'est, donc quel signe c'est. Donc, c'est le premier signe de l'alphabet médunetien et c'est le signe du vautour qui se prononce A. Donc après, il y a un animal qui est à la fin, en fait, qui est un moyen mémotechnique pour l'enfant de retenir la lettre, en fait. Donc, on a par exemple As, qui est en médunetière, qui veut dire le vautour. Et donc, c'est un moyen mémotechnique pour que l'enfant puisse retenir le signe.
Et donc, j'ai l'expérience au fait de 2 enfants qui ont déjà colorié le livre et qui ont retenu les signes. C'est très important ça au fait. Donc, ces enfants-là, ces 2 enfants, vous verrez la vidéo sur ma chaîne Chemin de Karma sur Facebook. Vous verrez que les enfants ont retenu les signes hiéroglyphiques. Donc, ils ont entre 5 et 7 ans et en coloriant, ils retiennent les signes et les sons. Et donc, à partir du moment où ils retiennent les signes, ils peuvent les reconnaître, au fait, si on leur présente, par exemple, des mots en médonnétien. Et ça, c'est très important. Donc, il y a aussi le 3e livre que vous voyez juste là, qui est un livre sur les châteaux forts, au fait. Donc, dans ce livre-là, c'est toujours le héros principal, Zion, qui va être projeté dans l'Antiquité à la rencontre d'un de ses ancêtres qui va lui montrer au fait ce qui a été fait dans l'Antiquité au fait. Donc il va découvrir les châteaux forts africains qui ont été construits dans l'Antiquité. Et donc il saura combien de châteaux forts ont été construits dans l'Antiquité, quels sont ces châteaux forts-là, qui les a construits, en fait, et quelle taille ces châteaux forts-là faisaient. Et donc, du coup, au fil des aventures de Zion dans l'Antiquité avec son ancêtre qui va l'y accompagner, donc, il va découvrir au fil du temps les différents châteaux forts, au fait. Et à la fin du livre, il y a un exercice, au fait, qui va permettre à vos enfants de pouvoir répondre à certaines questions pour voir s'ils ont retenu, en fait, leur lecture. Et donc, les 3 livres sont en version anglaise et en version française. Les 3 livres sont disponibles sur Amazon et les 2 premiers livres que je vous ai présentés sont disponibles à la librairie Taméry. Donc, nous sommes en négociation pour que le 3e livre aussi sur les châteaux forts puisse être disponible à la librairie Taméry. Mais d'ores et déjà, vous pouvez les commander sur Amazon et sur Taméry, du moins pour les 2 premiers. Donc, voilà pour ce qui est des livres. Passons maintenant à la présentation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette présentation s'intitule « Le Bwiti, origine, histoire et architecture rituelle ». Cette présentation a une vocation pédagogique. C'est une vidéo qui a été travaillée, qui a essayé d'étudier ou de rassembler tous les aspects du Bwiti. Et donc, c'est vraiment à vocation pédagogique. Donc, cette vidéo vient pour éduquer ou donner certaines bases, peut-être pas le tout, ça, elle n'a pas la vocation donc de tout connaître ou de tout englober. Donc, elle vient donner quelques bases pour permettre aux personnes qui se questionnent d'avoir certaines réponses. Et donc, elle va balayer l'origine du Bwiti, son histoire et son architecture, en fait, globalement. Et donc, elle vient vraiment pour répondre à ceux qui sont dans une sorte de questionnement, en fait, qui se posent des questions et donc qui veulent en savoir un petit peu plus. Ceci étant dit, je vais commencer par me présenter. Kombo Mavena. En français, je suis Mavena. Je vais tout d'abord donner un merci particulier à mon père spirituel de son Kumbu Mutoto. Merci à toi de m'avoir montré la voie. Merci à toi de m'avoir mis sur les chemins lumineux des Mikuku. Merci de m'avoir fait rencontrer mes ancêtres. Diboti. Et donc, nous allons commencer cette présentation en balayant le plan. Donc, nous avons 12 points. Nous avons le premier point qui va concerner ce qu'est le Bwiti. Donc, qu'est-ce que le Bwiti? Après, nous allons donner la définition linguistique. Donc, nous allons aller dans l'étymologie du mot. Nous allons voir l'histoire du Bwiti suivant le narratif des explorateurs, des missionnaires et ethnologues. Nous allons voir aussi l'histoire du Bwiti suivant le narratif de la mémoire ancestrale. Donc, ce que nous disons nous-mêmes sur l'origine du Bwiti, sur l'histoire du Bwiti. Donc, nous allons voir la genèse du Bwiti suivant les mythes fondateurs sur l'origine. J'en ai recensé quelques que vous allez pouvoir découvrir le long de la présentation. Comment est-ce que le Bwiti a été diffusé? D'où est-ce que c'est parti? Et où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Nous allons voir l'iboga, qui est la plante maîtresse du Bwiti, son importance. Nous allons voir les instruments sacrés, nous allons voir les attributs sacrés et nous allons faire un glossaire avant de balayer quels sont les défis contemporains que rencontre le Bwiti. Passons tout de suite au point 1, donc où on va questionner le Bwiti. C'est quoi le Bwiti? Il faut savoir que le Bwiti, c'est la tradition initiatique la plus connue au Gabon. Et donc, définir le terme Bwiti nous donne de toucher à plusieurs champs. C'est une définition ici holistique, en fait, qu'on va voir du Bwiti. Donc, le Bwiti est une philosophie de vie en premier. C'est à la fois une cosmogonie, une voie spirituelle structurée, un système de cohésion sociale, une spiritualité et une pratique culturelle profondément enracinée au niveau du Gabon. C'est une société initiatique
C'est une école de vie, donc un système éducatif traditionnel qui enseigne la discipline, le courage, la clairvoyance. C'est un culte collectif des ancêtres, donc on le fait en communauté. Donc, ce culte-là repose au fait sur la conviction que les mânes des ancêtres, donc on appelle les malumbe en langue, demeurent présents dans la vie quotidienne et doivent être honorés par des cérémonies régulières. Et donc, le Bwiti est un rituel public et communautaire, donc qui engage l'ensemble du village ou du clan et garantit la cohésion sociale. Le Bwiti, c'est une médecine. C'est vraiment une médecine sacrée, donc une pratique thérapeutique holistique utilisant l'iboga pour guérir le corps, l'esprit et rétablir l'harmonie communautaire. Le Bwiti aussi est une quête de sens. C'est la voie de communication avec les ancêtres rendue possible grâce à l'iboga qui est la plante sacrée. Du coup, cette pluralité de définitions ne sont pas distinctes au fait. Elles se complètent, tout au contraire, elles ne s'excluent pas. Elles se complètent pour former une tradition vivante et totale. Donc, définir le Bwiti, c'est reconnaître sa nature plurielle, d'une tradition qui unit spiritualité, langue, rituel et expérience intérieure. Il se présente comme une sagesse vivante et totale, une exploration des multiples dimensions d'une sagesse gabonaise ancestrale. Le Bwiti est holistique car elle englobe tout l'existant. Passons au point suivant où nous allons définir linguistiquement le mot Bwiti. Il faut savoir que selon maître Amidou Okaba, traduit linguiste et locuteur Togo, l'appellation d'origine serait le syntagme bo-été, donc formé du préfixe de classe bo et du substantif été. Il vient du verbe étere ou etara qui veut dire renverser quelque chose pour en déverser le contenu. Il poursuit maître Amidou Okaba en disant que le bo-été a été dicté dans sa partie philosophie achevée directement par Dieu qu'on appelle Makonde, au prophète Kombi Nasoya. Il possède donc deux dimensions, à savoir une dimension pratique ou symbolique et une dimension mystique. Dans sa visée mystique, on demande à l'être humain, pour cesser de souffrir, de naître de nouveau en se débarrassant de ses impuretés. En empruntant la métaphore, donc il explique tout ça en empruntant la métaphore du récipient qui contient un mauvais liquide dont on doit absolument se débarrasser. Il dit donc que l'homme devra être rempli d'une autre substance pure que Dieu seul est à même de lui donner. Donc il faut qu'il aille lui-même à la rencontre du divin. Et donc nous avons une seconde définition étymologique du mot Bwiti qui nous est donnée par le maître Feu Atome Ribenga, qui nous dit que le Bwiti est une altération du mot Bawiti, du nom d'une localité pygmée en Égypte antique, construite à la demande du pharaon. En effet, si vous faites vos propres recherches, vous allez trouver que dans l'oasis de Baharia, à Bawiti, la principale ville, ont été trouvés les vestiges d'un temple dédié à Bès. Je ne vous en dis pas plus, la prochaine capsule parlera justement de Bès, donc des Babongo et des Bawiti, du mot Bawiti. Je vous propose de passer à l'histoire du Bwiti, donc entre mémoire ancestrale et ethnologie. J'ai titré cette partie-là. Et donc, nous allons voir dans un premier temps le narratif, ce que disent les explorateurs, les missionnaires et les ethnologues sur l'histoire du Bwiti. Donc, le Bwiti, en tant que société initiatique et culte des ancêtres, est profondément enraciné dans la mémoire des peuples gabonais. Vous le savez déjà. Seulement pour le monde extérieur, il apparaît pour la première fois au XIXe siècle dans les récits des explorateurs européens, tels que Paul Duchahu, donc qui est le premier explorateur caucasien à mentionner le Bwiti dans ses écrits. Il a observé chez les Bakele, Apenji et Mitiogo des pratiques liées à une société secrète qui utilisait une plante mystérieuse. Nous avons aussi le récit des missionnaires catholiques, donc qui ont mentionné le Bwiti avec méfiance, le considérant comme un obstacle à l'évangélisation en raison de ces rites qu'ils qualifient d'idolâtres, de l'usage d'hallucinogènes, donc de la plante iboga.
Leur rapport, bien que biaisé, confirme l'importance de la nature collective des cérémonies du Bwiti à cette époque-là déjà. Nous avons aussi le narratif ethnologue donc de Georges Ballandier et Stanislas Swideski qui ont étudié le Bwiti comme une institution socio-religieuse majeure donc qui est le pilier de la société gabonaise. Ballandier a souligné son rôle dans le renouvellement culturel et la cohésion tribale et Swideski a décrit l'initiation, la langue liturgique et la hiérarchie dans ses travaux. Et nous avons enfin le narratif des ethnologues. Cette fois-ci, on a un ethnologue gabonais qui est André Raponda Walker, qui a décrit le rôle structurant du Bwiti dans les sociétés Apenji. Donc, André Raponda Walker a été le pionnier, des études scientifiques sur le Bwiti en explorant son histoire, ses structures et sa transmission culturelle. Et donc, les premières mentions historiques du Bwiti dans la littérature contemporaine nous montrent deux regards différents. Le premier est celui des explorateurs et missionnaires souvent critiques et suspicieux. Donc, ils avaient bien sûr leur mission parce qu'il fallait éradiquer tout ça. Et le deuxième, c'est celui des ethnologues qui reconnaissaient dans le Bwiti une institution religieuse, éducative et politique pilier de la société gabonaise. Ces récits ont posé les bases des nouvelles recherches et ont confirmé que déjà au XIXe siècle, le Bwiti dépassait les frontières locales pour devenir une force culturelle et spirituelle majeure en Afrique équatoriale. Passons maintenant à l'histoire du Bwiti suivant la mémoire ancestrale. Qu'est-ce que nous-mêmes nous disons sur l'histoire du Bwiti? Il faut savoir que l'origine exacte du Bwiti demeure incertaine. Ça veut dire que on ne peut pas donner une date de l'émergence du Bwiti, d'une date précise de l'émergence du Bwiti. Mais on sait qu'elle est là depuis des millénaires. Là où les explorateurs européens comme Paul Duchahu observaient déjà au cœur du Gabon au XIXe siècle, les pratiquants eux-mêmes remontent sa mémoire à plusieurs millénaires avant l'époque coloniale. Donc, dans cette présentation, vous allez voir le contraste entre la vision occidentale d'un rite, pour eux, nouveau, au XIXe siècle, et la mémoire initiatique qui parle des traditions plurimillénaires, tout en examinant ses origines, ses influences et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc, suivant la mémoire ancestrale, le Bwiti a un berceau, en fait. Le Bwiti vient des Babongo. Donc, selon la tradition, son berceau se situe chez les Apenji, fondateurs et gardiens originels, chez leurs proches parents Michogo et Simba. Donc, ces peuples appartiennent au groupe Membe, ce qui ancre le Bwiti dans l'ère culturelle Membe au sens large. Donc, le berceau primitif du Bwiti, c'est le groupe Membe, en fait. Donc, c'est chez les peuples Membe. Donc, eux, ils reçoivent le Bwiti des peuples Babongo. L'influence de Pygmée, donc les écrits ethnologiques, ça on peut le lire un peu partout, ont mis en avant la transmission par les Babongo présentés comme les premiers connaisseurs de l'iboga. Et nous avons notre maître Atom Ribenga qui insiste sur le rôle des Babongo de la transmission du Bwiti au peuple bantou. Et donc on voit ici que ce sont les Babongo qui donnent le rite Bwiti ou qui montre le rite Bwiti au peuple Membe. Donc, les peuples Membe qui sont constitués des Michogo, des Simba, tel que je vous ai cité tout à l'heure. Et donc, du coup, c'est des Pygmées, c'est des Babongo que eux, ils reçoivent ce rite Bwiti. Donc, la transmission, en fait, du Bwiti va se faire sur un axe sud-nord. Et donc, les Babongo, donc les Pygmées, qui connaissaient l'iboga depuis l'aube des temps, donc on a dit que c'est plurimillénaire, donc ils l'utilisaient pour chasser, pour deviner ou soigner. Les récits présentent les Babongo comme donneurs de Bwiti au groupe Membe, qui eux vont le façonner et donner une structure avant de transmettre aux autres ethnies du Gabon en partant du sud vers le nord. Voilà pour ce qui est de la mémoire ancestrale. Donc, le Bwiti nous vient des Pygmées ou des Babongo. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes Pygmées aussi. Il n'y a pas que les Babongo, mais pour le cas du Gabon, ce sont les Babongo.
Et allons-y maintenant dans la genèse du Bwiti. Donc, que disent les mythes fondateurs sur l'origine du Bwiti? J'en ai recensé pas mal, 5 notamment. Donc, on a le premier mythe sur l'origine, donc le commencement, qui dit qu'au commencement, c'est-à-dire l'esprit détenteur du savoir et des valeurs humaines, était avec les femmes. Elle célébrait Disumba, la mère, par une danse spirituelle et joyeuse. Les hommes amusés voulaient y participer et les femmes leur apprirent alors la danse de l'ancêtre mâle qui est Nzambekana, le créateur du premier village apparu aux hommes. Il leur demanda alors de chercher à le découvrir à travers l'iboga, une plante sacrée de la forêt, mais cela supposait que les hommes devaient tuer Mbomo, donc le serpent gardien de l'iboga, pour parvenir à s'approprier toutes ses vertus. Les hommes accomplirent la volonté de Nzambekana et le Bwiti fut la propriété des hommes. Ça, c'est pour le premier mythe. Il faut savoir que plusieurs mythes sont traduits dans cette présentation pour expliquer au fait l'origine du Bwiti. Mais aussi, enfin, si je compare aux autres traditions ritueliques en Afrique, souvent, un rite particulier va avoir son mythe fondateur. Ça veut dire qu'au niveau du Bwiti, par exemple, le Disumba, qui est une branche du Bwiti, va avoir son mythe fondateur. Le Njembe va avoir son mythe fondateur, et ainsi de suite, en fait. Donc, ne vous étonnez pas de voir cette multiplicité de mythes fondateurs, en fait. C'est pas du tout étonnant, ça s'explique tout au contraire. Et donc, comme deuxième mythe, nous avons la tortue Bokodu, une matrice cosmique. Donc, c'est Maître Kaba qui nous relate ce mythe-là, en fait, qui dit que l'un des aspects du Bwiti est le Bokodu, donc le mythe de la tortue, qui est la Bible du Bwiti. Ce livre sacré n'est cependant accessible qu'après le voyage initiatique vers l'autre monde. C'est un livre que l'on peut lire uniquement de façon symbolique. Dans le Bokodu, la cosmogonie Chogo considère que l'univers est une tortue à l'intérieur de laquelle l'homme évolue. Donc l'univers serait comparé à cette tortue cosmique, donc avec la carapace qui représente le ciel ferme et protecteur, le ventre qui symbolise la terre nourricière et fertile, et les pattes et la tête donc de la tortue sont les forces vitales qui animent tout l'ensemble. Et ce mythe enseigne que le monde est une matrice vivante où tout est lié. Tout est intriqué, où l'homme doit apprendre à s'accorder avec le rythme de l'univers. Nous avons un troisième mythe qui est le mythe du rêve de Migabe. Donc, chez les Apenji, l'origine du Bwiti remonte à un récit fondateur, donc d'un vieil homme du village de Migabe, qui aurait reçu en songe la révélation des ancêtres. Ces derniers lui montrèrent qu'il existe une plante sacrée, donc l'iboga, capable de donner accès à la connaissance et à l'au-delà. Avant de mourir, il transmet cet enseignement à sa communauté en leur ordonnant de fonder une société secrète pour préserver et transmettre ce savoir. Ainsi naquit le Bwiti, conçu comme un pont entre les vivants et les ancêtres et comme une école de clairvoyance où l'initié, par l'expérience de l'iboga, apprend à voir au-delà du voile. Nous avons un quatrième mythe qui est le mythe du serpent et du secret de la forêt. Et donc, dans ce récit, l'iboga aurait été révélé aux humains par un serpent de la forêt, parfois un python, donc envoyé par les ancêtres ou par Dieu. L'initiation aurait donc une origine cosmique liée à un don de la forêt à l'humanité. Dans la forêt, un serpent révèle aux hommes l'existence de l'iboga. Ce serpent est perçu comme l'incarnation d'un esprit de la forêt ou un messager des ancêtres. Les hommes observent le serpent gratter et consommer les racines de l'iboga, puis entrer dans un état particulier, force, vision, régénération. Intrigués, les premiers initiés imitent le serpent, donc ils arrachent eux aussi à leur tour les racines, la consomment et découvrent des visions, la communication avec les ancêtres et la connaissance spirituelle. Ce don de la plante devient la base de Bwiti, donc religion de la racine et du chemin vers l'au-delà. Nous avons un dernier mythe qui est le mythe de Banjuku ou Ngombi, l'esprit de la femme. Donc chez les Bakui de Guinée équatoriale, une autre tradition raconte l'histoire de Banjuku, une femme qui découvre un squelette lors de la pêche. Le squelette lui demande de l'envelopper dans une peau de chat de tigre, donc voyez ici la civette, et de lui construire une case rituelle. Il lui révéla l'iboga, dont
elle, consomma la racine et eut des visions de la Trinité sacrée. Découverte par son mari Kambi, Bonjuko fut livrée au squelette et étranglée, devenant ainsi le premier sacrifice du Bwiti. Dans son souvenir, naquit la lyre sacrée, donc le ngombi, dont la caisse de résonance rappelle son ventre, le cordon sa voix et les cordes ses côtes. Cet instrument est encore aujourd'hui un élément majeur de cérémonie bouddhiste. Je vous propose maintenant de passer à la diffusion géographique du Bwiti. D'abord un rite originel Babongo, comme nous avons vu, puis un rite du groupe Membe, pratiqué par les Apinji, les Mijogo. Le Bwiti a connu une expansion remarquable à l'échelle nationale. Aujourd'hui, il transcende largement les frontières ethniques pour devenir un véritable emblème gabonais. Tout en demeurant l'héritage légitime des peuples Membe, le Bwiti est désormais pratiqué par les hommes et les femmes de toutes les ethnies du Gabon. Le Bwiti incarne aujourd'hui la spiritualité gabonaise dans son ensemble. Donc, on parle du foyer originel Babongo, donc eux qui donnent qui transmettent le Bwiti au groupe Membe. Donc, le groupe Membe va structurer ce rite-là. Donc, il faut savoir que le groupe Membe est composé des peuples Apidji, Chogo, Simba, Pouvi et Via Okandi. Et donc, eux, ils vont transmettre par la suite donc ce rite-là à toutes les autres ethnies du Gabon, Pounou, Fan, Echira, Nzebi, vraiment toutes les ethnies du Gabon. Et dans plusieurs autres régions du Gabon vont intégrer le Bwiti à leur tradition, avec des adaptations locales, bien sûr, dans les chants, les instruments et l'organisation des initiés. Et donc après, il va y avoir une expansion. Donc le circuit le Bwiti va sortir des frontières gabonaises pour se retrouver en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo, par la migration et par les échanges. Je vous propose maintenant de passer aux différentes branches du Bwiti. Au fait, nous allons voir les différentes corporations du Bwiti. Il faut savoir que chaque groupe a adapté le Bwiti à sa propre sensibilité qui donne naissance à une mosaïque de variantes. Donc, concernant sa pratique, il faut savoir qu'il ne s'agit pas que d'un seul rite. Au départ, il y avait 8 rites, 8 courants appelés Mandemba. Seuls 3 rites ont survécu à la fin du 19e siècle, donc avec l'inquisition des missionnaires où l'objectif c'était d'éradiquer cette tradition endogène-là. Donc le Misoko qui a survécu, le Disumba et le Ndeya, ça c'est à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui on retrouve beaucoup d'autres bien sûr. Le Bwiti est un arbre à plusieurs branches dont le tronc est le Disumba. Mais toutes les branches du Bwiti ont pour dénominateur commun Nzambekana, Mokuku ou Yakanza, donc qui veut dire Dieu créateur de toutes choses, ordonnateur de monde visible et invisible. Maintenant, je vous ai classé au fait les différentes corporations par genre. Donc, du coup, on va d'abord avoir les branches féminines, après les branches masculines, après les branches mixtes. Donc, pour ce qui est des branches féminines, on va avoir le Niembe, on va avoir le Djembe, on va avoir le Mbumbayano, on va avoir le Mabonji, on va avoir le Mabundi et on va voir le Ombwiri au fait. Donc ces branches-là ne sont pas les seules, bien sûr. Donc c'est vraiment j'ai balayé celles qui sont un peu les plus connues. Des branches féminines. Donc nous allons passer aux branches masculines. Donc dans les branches masculines, nous avons le rite Misoko, nous avons le rite Disumba, nous avons le rite Miobe. Nous avons le rite Ndeya, nous avons le rite Mwiri. Il y en a bien sûr, bien entendu, beaucoup d'autres. Après, nous avons les branches mixtes, donc où là, on retrouve le Ngondengondé, on retrouve le Mikuku, on retrouve le Ngil, on retrouve le Boutifan, on retrouve le Elombo. Donc, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive ici. Nous arrivons du coup à la structure du Bwiti où là, selon le prince Birimba, le Bwiti comporte 4 stades successifs et progressifs d'initiation. Donc, nous avons le premier stade avec l'admission. Donc là, vraiment, l'admission constitue l'entrée dans la voie initiatique et marque la rupture avec l'état profane. Le néophyte traverse l'épreuve de l'iboga, expérimente la vision et reçoit la première révélation de la réalité invisible.
Nous avons le deuxième stade théorique. Donc là, c'est un stade qui correspond à l'interprétation de l'expérience visionnaire. Donc ici, l'initié apprend la langue rituelle, les symboles et la cosmologie afin de comprendre ce qu'il a vu. Nous avons un troisième stade qui est le stade de l'exercice où là, l'initié est engagé, en fait, dans une discipline active et progressive. Il met en pratique les enseignements reçus, affine sa perception et apprend à maîtriser ses facultés spirituelles. Et nous avons le dernier stade, en fait, donc le quatrième stade qui est le stade pratique, en fait, de la pratique. Donc ici, l'initié consacre l'intégration complète du savoir initiatique. L'adepte, donc l'initié, agit désormais comme un transmetteur, officiant ou guide et participe pleinement à la vie rituelle et communautaire. Après les différents stades, donc le prince Birima nous parle des grades, en fait, des principaux grades. Donc, comme principaux grades, nous avons le grade Bandi, donc qui est le néophyte. Hein? Le Bandi est le néophyte ayant vécu l'expérience initiatique fondamentale. Donc, il a vu, mais il doit encore comprendre et intégrer ce qu'il a reçu. Donc, après, on a le Nima, donc le Nima qui est l'initié confirmé, donc qui a assimilé la doctrine et traversé les épreuves de formation. Il participe activement au rituel et commence à exercer des responsabilités spirituelles. Après, on a le Nimana Kombo, donc qui est l'adepte. Le Nimana Kombo est un adepte avancé ayant acquis une maîtrise plus profonde des savoirs et des pratiques. Donc, il accompagne les novices et contribue à la transmission de l'enseignement. Après, on a le Musombi, donc qui est le grade supérieur. Donc, celui-là, ce grade-là, en fait, c'est le maître. C'est le grade du maître accompli. Il incarne la maturité initiatique et possède l'autorité rituelle et peut fonder ou diriger un temple. Passons maintenant à la hiérarchie initiatique. Il faut savoir que l'ethnologue Swideski décrit chez les Apenji, au fait, une division en sections qu'il appelait les Edigas, en fait, qui s'appellent les Edigas chez les Apenji. Donc, ces différentes sections, en fait, correspondent à des paliers initiatiques. Donc, nous avons le palier d'Itati, qui concerne les plus de 60 ans, le palier Opoka, qui concerne les plus de 50 ans, le palier d'Inini, qui concerne les plus de 45 ans, le palier Masigo, qui concerne les plus de 30 ans, le palier Mifutego, qui concerne les plus de 20 à 30 ans, et le palier d'Indadio, qui concerne, c'est tout débutant, en fait, donc tout néophyte, tout ce qui commence. Donc voilà pour ce qui est de la hiérarchie initiatique décrite par Swideski, au fait, chez les Apinji. Passons maintenant aux différentes étapes de l'initiation. Donc un parcours de la mort symbolique des visions à la Renaissance et de la Renaissance. Donc il faut savoir que dans le livre La Bible secrète des Noirs, écrit par le prince Birima, on peut lire ceci. L'admission au Witi est accompagnée de cérémonies qui peuvent durer 3 jours ou 3 nuits. Au milieu des danses et de chants, du résonnement des tambours et du son particulier du ngombi, le néophyte est soumis à une épreuve destinée à lui permettre de voir, sentir et connaître par les vertus d'une plante sacrée appelée Dibura, qui lui est administrée par les grands initiés. Donc, ce sont les grands initiés qui administrent l'Iboga. Le néophyte tombe alors en complète léthargie et le maître dégage successivement de lui les 9 corps dont l'homme est composé et qui correspondent respectivement aux 9 sphères de l'univers. Chaque corps s'imprègne ainsi de la vision et de la connaissance de la sphère qui lui correspond. Au réveil, et s'il a pleinement réussi, le bandit doit informer en détail ses initiateurs de tout ce qu'il a vu pendant son sommeil. Il doit le faire dans la langue Chogo, qu'il ne connaissait pas auparavant et qui est pour le Bwiti ce que le latin est pour le catholicisme. Donc, la langue Michogo est pour le Bwiti ce que le latin est pour le catholicisme. Selon ce qu'il pourra décrire et qui doit correspondre exactement à ce que tous les autres membres du Bwiti avaient vu avant lui, ces maîtres détermineront le nombre de corps qu'il fut capable de dégager. De son nombre dépend son degré d'initiation et le grade qui lui sera conféré.
Et donc, pour ce qui est des étapes de l'initiation, on a la préparation du candidat. Donc, le candidat est accompagné par ses proches. Après, on a la veillée initiatique, donc au cœur d'une dimbe ou de banja, donc qui se fait dans l'obscurité, et le banja est uniquement éclairé par le feu, par les lampes. Après, on a la consommation de l'iboga, donc qui est le moment central où l'on mange le bois sacré au fait. Donc la racine d'iboga râpée ou infusée plonge le novice dans une vision intense, telle que je viens de vous décrire et telle que dit par le prince Birimba. Et donc, nous avons après l'étape de la vision, donc l'épreuve de vérité, où là, l'initié doit dire ce qu'il voit, en fait, ce qu'il traverse. Et donc, parfois, il va traverser des images effrayantes, mais aussi des révélations lumineuses. Donc, cette traversée va constituer une purification intérieure. Et après, nous avons la renaissance. Donc, au matin, l'initié a changé de statut. Il n'est plus un simple membre de la communauté, il est un homme fait ou une femme faite, porteur d'une nouvelle conscience. Voilà pour ce qui est des étapes de l'initiation. Il est très intéressant, le livre La Bible secrète des Noirs, écrit par le prince Birimba. Il y a énormément d'informations concernant le Bwiti. Là-dedans, je vous invite à vous le procurer. Nous allons maintenant passer à l'iboga, qui est la plante maîtresse du Bwiti. Il faut savoir que on ne peut pas parler du Bwiti sans évoquer l'iboga. Appelé bois sacré, donc chez nous, au fait, ou encore de son nom scientifique, de science occidentale, hein, bien sûr, il est appelé Tabernante iboga. Donc, cette plante est vraiment la plante secrète des cérémonies initiatiques Bwiti, la plante sacrée. C'est un arbuste qui est endémique à l'Afrique centrale équatoriale. Donc, cet iboga-là est un apocinacé que l'on trouve dans les grandes forêts du Gabon. Son écorce et sa racine ont des propriétés toniques supérieures à la coca qu'on retrouve au Pérou. Quelques centigrammes d'écorce empêchent de ressentir la faim et donnent une grande résistance à la fatigue. Et empêchent le sommeil aussi. Je peux vous dire que quand vous êtes sous iboga, vous dormez pas. Hein. Vous pouvez faire des jours, vous dormez pas. Ça, c'est sûr. Donc, cet iboga est consommé sous forme de poudre obtenue à partir de l'écorce de sa racine, riche en alcaloïdes, notamment l'ibogaïne. Donc, depuis des millénaires, elle est utilisée par les Babongo comme stimulant, plante médicinale et catalyseur d'expériences initiatiques. Dans le Bwiti, l'iboga a 4 fonctions principales. Et quelles sont ces 4 fonctions principales-là? Donc, nous allons les voir. Donc, la première fonction, elle est initiatique. Donc, elle provoque l'expérience centrale de l'initiation. C'est la mort et la renaissance symbolique. Donc, le novice meurt à son ancienne vie et renaît comme initié. Donc, on dit qu'il a vu Bwiti. Elle a pour fonction aussi, l'iboga a une fonction visionnaire aussi. Donc, l'iboga ouvre l'accès au monde invisible. Elle permet la rencontre avec les ancêtres et la révélation des vérités cachées. Elle donne la clairvoyance. Elle a une fonction thérapeutique aussi, au fait. Donc, dans le Bwiti Misoko, par exemple, elle aide à identifier les causes profondes d'une maladie ou d'un malheur. Elle agit aussi physiquement comme stimulant et purificateur. Et donc, l'iboga a aussi une fonction pédagogique. Pourquoi? Parce que, elle n'est jamais prise seule, au fait. Donc, il y a toujours un maître qui accompagne. Elle est intégrée dans un cadre rituel strict, encadré par le nganga et les anciens. Elle enseigne la discipline, l'endurance et la maîtrise de soi. Donc, dans le Bwiti, l'iboga n'est pas une simple plante, elle est le sacrement, l'équivalent de la communion pour les chrétiens. Donc, la plante qui garantit la traversée, c'est cette plante-là qui permet la traversée. Et donc, l'iboga n'a de sens que dans son cadre rituel. Hors du Bwiti, elle perd sa dimension spirituelle et devient un simple psychotrope, c'est-à-dire une substance qui agit chimiquement sur le psychisme. Plus récemment, il y a des recherches scientifiques qui ont été menées depuis plusieurs décennies sur l'ibogaïne, donc principal alcaloïde de l'iboga. Donc, cet alcaloïde-là fait l'objet d'études pharmacologiques et cliniques. Donc, en point 1, nous avons les addictions aux opaciers, au fait, des substances dures. Donc, il faut savoir que l'intérêt des scientifiques d'aujourd'hui, donc les scientifiques occidentaux, débute dans les années 1960 à peu près avec Howard Lotsof, au fait, qui observe que l'ibogaïne réduit brutalement les symptômes de sevrage à l'héroïne.
Et donc, des travaux ultérieurs vont confirmer cet effet-là, en fait. Donc, nous avons certains articles que je vous ai mentionnés ici. Donc, des études qui ont observé et qui montrent une réduction significative des symptômes de sevrage aux opaciers après l'administration de l'ibogaïne, donc de cette molécule-là. Nous avons aussi des recherches qui ont été menées à l'Université de Miami qui montrent que l'ibogaïne réduit les symptômes de manque et diminue les envies compulsives chez les patients dépendants à l'héroïne. Et nous avons aussi des analyses et des données cliniques qui suggèrent que l'iboga peut interrompre temporairement la dépendance et réduire la consommation, bien sûr, à l'héroïne. Et donc, les cliniques spécialisées se sont donc développées, notamment au Mexique, où l'ibogaïne est utilisée légalement dans certains centres de traitement des addictions. Il faut le savoir. Nous avons également récemment des recherches qui se sont orientées vers des troubles psychiques, donc psychiatriques. Donc, je vous ai mis en fait des références ici. Il faut savoir que des études sur des anciens combattants qui ont été traités à l'ibogaïne montrent une réduction significative des symptômes de dépression majeure et de stress post-traumatique. Nous avons des observations cliniques qui indiquent une amélioration durable de l'humeur et une diminution de l'idéation suicidaire chez certains patients. Il y a d'autres chercheurs qui avancent plusieurs hypothèses, notamment celle selon laquelle l'ibogaïne agirait sur les récepteurs NMDA et sérotoninergiques, qu'elle stimulerait la production de la BNF, donc impliquée dans la neuroplasticité, et qu'elle favoriserait une forme de réinitialisation des circuits de récompense. Et donc, il y a aussi des études qualitatives qui rapportent que l'expérience à l'ibogaïne provoque une confrontation intense avec la mémoire autobiographique, une relecture émotionnelle du passé, une sensation de mise à nu psychologique. Une sensation de mise à nu psychologique. Et donc tout ça, toutes ces études-là montrent une certaine convergence, au fait, entre ce que disent les scientifiques occidentaux et ce que dit la tradition bouddhiste, au fait. Donc dans la tradition bouddhiste, l'iboga permet de revoir sa vie, met face à ses fautes, confronte à ses ancêtres, provoque une mort symbolique, autorise une renaissance. Et dans la science occidentale, aujourd'hui, elle décrit au fait qu'il y a une restructuration des circuits neuronaux une fois on a consommé l'iboga, une réorganisation des schémas comportementaux, une diminution des compulsions et une amélioration durable de l'état psychique. Et donc, c'est la science occidentale qui le dit. Et donc, tout ça, au fait, montre que ce que dit d'un côté la tradition, de l'autre côté, ça s'avère être vrai, en fait. C'est juste les termes qui changent. Donc, lorsque ce que le Bouti nomme par purification, par traversée, par renaissance, la neurobiologie l'interprète comme étant la neuroplasticité et le rééquilibrage des circuits de dépendance et de stress. Donc, ces études confirment bien scientifiquement la sagesse du Bouti. L'iboga est une médecine de la mémoire et de la régénération, une racine qui ouvre la voie à la vision, à la rencontre avec les ancêtres et à la mort symbolique pour une renaissance spirituelle. L'iboga donne accès à une connaissance plus profonde de soi. Passons maintenant aux instruments sacrés. Je vous propose d'aller voir ce qu'on dit sur les instruments sacrés dans le Bouti. Donc, instruments sacrés dans le Bouti, le son et la vibration, une parole rituelle. Il faut savoir que dans le Bouti, le son n'est pas un ornement cérémoniel. Il est un vecteur de communication, un moyen de transmission et un instrument de transformation intérieure. Il sert à convoquer, à instruire, à révéler. Dans de nombreuses traditions initiatiques à travers le monde, par exemple, le son manifeste la présence d'un monde invisible. Chez les Kwikiro, par exemple, au Brésil, les flûtes sacrées rendent audible la présence des esprits. De manière comparable dans le Bouti, les instruments ne produisent pas de la musique au sens profane du terme. Ils font entendre une parole.
Que ce soit lors de l'initiation ou dans toute autre cérémonie, le son est omniprésent dans le bwiti. Les rituels mobilisent une grande diversité d'instruments, tambours à membrane, triangles, sonores, ce que nous verrons tout à l'heure, mais deux instruments occupent une place centrale, la harpe ngombi et l'arc musical mungongo. Nous avons d'autres instruments comme le soki, le bisanda, le mokuki, le ngoma, le nkul, le ngembomba, le sanda, le mukenge, le chenze et le chenge. Il faut savoir que la harpe est au cœur du disumba, tandis que l'arc musical est central dans le misoko. Bien qu'il soit également présent dans le disumba, ces instruments ne sont pas considérés comme de simples objets sonores. Ils possèdent une voix. On parle ainsi de la voix de l'arc ou de la voix de la harpe. Dans le bwiti, jouer d'un instrument ne signifie pas produire une mélodie. Cela signifie faire parler. On fait parler un instrument. Le son devient un langage. La vibration devient un message. Les instruments transmettent des enseignements, accompagnent des visions et soutiennent la traversée initiatique et relient l'assemblée aux ancêtres. Le rituel bwiti n'est donc pas un concert. C'est pas un concert. C'est un espace de parole vibratoire où le monde visible et invisible entrent en résonance, en symbiose. Nous allons passer maintenant aux attributs sacrés, au fait, les parures initiatiques. Donc, tout ça est codifié. Donc, nous avons le kaolé blanc comme attribut sacré. Et nous avons le kaolé rouge, nous avons le charbon, nous avons les tissus rouges et blancs comme parure. Donc, vous allez souvent observer les tissus qui sont portés en ces couleurs-là, au fait, rouge, blanc, noir. Donc, nous avons la peau de la civette, ou chez certains, ça va être la peau du léopard, ça va être la peau de la hyène. Tout ce qui est recherché, ce sont les peaux tachetées. Donc, nous avons les kouris, nous avons les ceintures et attaches, nous avons les bâtons linganga, nous avons le miroir, nous avons les balais rituels, nous avons les plumes, nous avons les parures de raffia. Donc, tout ça, ce sont les attributs et les parures initiatiques, au fait. Donc, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive ici, que ce soit au niveau des sons et des instruments, que ce soit au niveau des parures. Donc, la liste n'est pas exhaustive ici. Je vous propose maintenant de passer au glossaire. Donc, je vous ai dressé un petit glossaire bwiti. Donc, ce sont des termes que vous allez très souvent entendre, en fait. Donc, je vous ai mis leur signification. Donc, vous allez souvent entendre, par exemple, le kombe, qu'est-ce que ça veut dire? Le banji, qu'est-ce que ça veut dire? Bassé, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez là un glossaire que je vous laisse le temps de lire pour mettre pause et puis lire ou même faire une capture au cran si vous le souhaitez. Passons maintenant aux défis contemporains. Donc, quels sont les défis que rencontre le rite bwiti? J'en ai répertorié 4 grands défis. Donc, nous avons en premier défi les séquelles de la répression coloniale. Donc, pendant la période des années 1920-1930, il faut savoir que la tradition bwiti a été soumise à une répression systématique de missionnaires catholiques et de l'administration coloniale française. Cette campagne concertée a conduit à la destruction des sites sacrés, à la persécution de ses adeptes et à la lutte active contre ces pratiques ritualistes qui étaient péjorativement qualifiées de païens. En conséquence, la christianisation généralisée a profondément modelé le paysage spirituel du Gabon, en reléguant la tradition endogène, autrefois essentielle, à la périphérie. Néanmoins, le bwiti n'a pas succombé à cette volonté ou cette velléité d'éradication. Au lieu de cela, elle a démontré une capacité de résilience et une adaptabilité en intégrant certains éléments exogènes avec discrétion, un petit peu comme dans le Melanfan où on va retrouver des éléments exogènes, par exemple des entités du christianisme qu'on va retrouver dans le rite, mais tout ça c'était une manière de camoufler au fait la vraie entité endogène. Donc de telle sorte que lorsque le missionnaire ou le colon voyait que dans les rites on intégrait leurs entités, ils pouvaient les laisser faire leur rite. Nous avons le deuxième défi qui est l'appropriation moderne, donc le bwiti qui fait face à un nouveau défi qui est l'usage occidental de l'ibogaïne hors de son cadre rituel. Donc, dans plusieurs pays, la molécule est utilisée pour traiter les addictions et certains troubles psychiques sans référence à la dimension initiatique et symbolique du bwiti. Donc, on a pris notre plante sacrée
qu'on a emmené, on a fait des études là-dessus et il est utilisé de l'autre côté pour soigner sans faire référence à l'origine même, en fait, et au rite auquel il est associé, elle est associée, cette plante-là, pardon. Et donc, du coup, cette dissociation soulève une question éthique majeure. Donc, peut-on isoler la substance sans reconnaître la tradition qui lui donne sens? Donc, le risque est de réduire l'iboga à un simple outil pharmacologique et de le déposséder des communautés gabonaises de leur héritage spirituel en vidant ainsi le rite de sa portée sacrée. Nous avons un troisième défi, donc qui est la quête identitaire des nouvelles générations, où la face aux pressions extérieures et aux héritages du passé, une nouvelle génération se lève aujourd'hui. Nous sommes à l'ère du Verseau quand même. De nombreux jeunes Gabonais revendiquent aujourd'hui leurs racines et réinvestissent les champs ancestraux comme espace de sens et de dignité, de souveraineté culturelle. Le Bouti n'est plus perçu comme une survivance archaïque, mais comme une matrice identitaire vivante, qui est encore là et qui existe, qui fonctionne. Des figures engagées de la société civile, des créateurs de contenu, des acteurs culturels et des espaces médiatiques offrent une visibilité nouvelle à cette tradition. Nous avons l'exemple, par exemple, au niveau des acteurs de la société civile, des créateurs de contenu, comme le petit frère Chocolat des filles, qui fait un très bon travail. Et, par exemple, au niveau des espaces médiatiques, l'émission Dieu en question, que je regarde très souvent, qui donne la parole aujourd'hui aux maîtres bouitistes, au fait. Donc, il est temps aujourd'hui d'entendre ce que eux ont à dire sur cette tradition qui nous est endogène, au fait, qui est la nôtre. Et donc, le débat s'ouvre aujourd'hui, la parole circule, et ce qui fut longtemps, ou ce qui a été longtemps marginalisé, retrouve une certaine légitimité au niveau du public. Et donc, nous avons un quatrième défi donc que j'ai recensé et on peut en retrouver beaucoup d'autres, mais j'en ai recensé que 4. Donc, là, le Bouti est entre menace et renaissance. Ça inclut un petit peu les 3 autres défis que j'ai énoncés plus haut. Donc, on a le Bouti qui se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins entre, d'un côté, l'héritage de la répression coloniale qui a voulu la diaboliser et l'éradiquer, la domination religieuse chrétienne, l'appropriation pharmaceutique et spirituelle internationale, et d'un autre côté, une jeunesse en quête de repères, une société civile mobilisée, une volonté de redonner au Bouti ses lettres de noblesse. Donc, le rite ancestral, jadis spiritualité dominante du pays, continue d'exister. Elle est là. Et il ne survit pas seulement, il est en train de se transformer et se réaffirmer. Après tout ça, que peut-on dire en guise de conclusion? Eh bien, au terme de cette exploration, le Bouti apparaît non comme une simple tradition ésotérique, mais comme une architecture complexe de la conscience humaine. En reliant l'enracinement primordial des peuples babongo-pygmées à la mémoire ancestrale des sociétés forestières, il s'inscrit comme un socle identitaire majeur. De la figure tutélaire de la tortue Bokodo à la symbolique du serpent et aux résonances sacrées du Ngombi, chaque élément du mythe fondateur constitue une leçon de sagesse et rappelle que l'homme ne peut se construire sans l'acceptation de son origine. La structure hiérarchique et initiatique du Bouti, articulée autour de l'usage rituel de l'iboga, cette plante dont les vertus biologiques rejoignent désormais le champ de la recherche scientifique contemporaine, illustre une quête perpétuelle de vérité. À travers l'épreuve initiatique, l'individu ne recherche pas seulement la guérison, il accède à une maturité spirituelle où le passé et le présent fusionnent pour éclairer le futur. Cette philosophie, fondée sur le retour aux racines, offre une réponse puissante aux crises identitaires, aux crises de sens que le jeune rencontre aujourd'hui, ou que les jeunes rencontrent aujourd'hui. Malgré les vicissitudes de l'histoire, de la répression coloniale à la réappropriation scientifique occidentale, le Bouti a su faire preuve d'une résilience remarquable. Plus qu'une survivance, il s'affirme aujourd'hui comme un vecteur de la renaissance identitaire. Face à la globalisation, le Bouti demeure une voie d'accès authentique à une harmonie retrouvée entre l'homme, la nature et le sacré. Soigner le corps, libérer les esprits, incarner les âmes, honorer les ancêtres et s'intégrer au cosmos, telle est la vocation du Bouti.
pour prendre soin des malades ou initier les profanes au monde invisible. C'est une voie thérapeutique qui tente de rétablir l'équilibre physique, psychique, social et spirituel du néophyte, car dans la pensée ancestrale, tout est lié, tout est intriqué. Et d'un point de vue général, en Afrique, sachez, chers abonnés, que la connaissance se fond dans l'univers matériel et immatériel pour révéler l'harmonie qui sous-tend l'existence même. Elle n'est pas une simple accumulation d'informations, mais un pont entre le visible et l'invisible, entre le caché et le palpable, entre l'individu et la communauté, entre le corps et le cosmos. Cette conception holistique repose sur la dualité des savoirs, l'importance de la transmission intergénérationnelle et son impact profond sur l'éducation traditionnelle. Comprendre cette vision, c'est redécouvrir les bases de notre tradition initiatique et réinventer notre propre avenir collectif. L'Ubuntu, en ce sens, n'est pas une religion au sens occidental. C'est un chemin de vie, un miroir où chacun apprend à se voir tel qu'il est pour renaître dans la vérité. L'Ubuntu n'est pas ce que l'on regarde, c'est ce qui nous regarde. En recherchant l'ancêtre, c'est notre propre avenir que nous déchiffrons dans le miroir de notre être intérieur. Juste après la bibliographie, dans la prochaine capsule, nous verrons qui sont les pygmées, à qui nous devons cette pratique de Bwiti. Nous allons voir leur origine et leur haut fait. Nous allons aussi faire une archéologie linguistique pour retrouver la graphie médonétienne ou la graphie hiéroglyphique, donc de l'écriture de nos ancêtres, qui a donné le mot Boété, et établir une corrélation entre le mot Boété, traduit par Maître Okaba, et le mot Bawiti, qui désigne la localité où demeuraient les Babongo ou les Pygmées dans l'Antiquité africaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car moi j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt sur les chemins de Kama. Mwango, mwangaye, mwango, mwangaye. Je suis un ganga mishoko disumba, reconnexion dans Dibora Kumbu, mwana kudu, gindo tanda, gindo tanda, gindo tanda, gindo tanda, yayo, mando yovema, kumwadibenga yovema, zamekana yovema iye, kumwadibenga yovema, mando yovema, kumwadibenga yovema, zamekana yovema iye, kumwadibenga yovema, mwango, mwangaye, mwango, mwangaye, mwango, mwangaye, mwango, mwangaye. Basi